Vous êtes sur Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les dirigeants des grandes économies de la planète se sont réunis ce week-end à Rome pour d'ultimes négociations sur leur engagement climatique lors du sommet du G20. Un événement en marge de la COP26, la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow en Écosse. Cependant, sur notre continent, des membres de la société civile et des organisations non gouvernementales ont organisé une contre-COP26. Pour avoir un éclairage sur les enjeux de cette rencontre inédite, nous recevons Madame Oumou Koltoum Coulibaly Koné, coordonnatrice francophone pour la justice énergétique et climatique à Women African Alliance. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'invité. Merci de me recevoir sur votre plateau. Madame Koné, pourquoi le choix de l'organisation d'une contre-COP26? Qu'est-ce qui explique donc ce choix? Et est-ce une sorte de déviance à l'égard de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat? Alors, la contre-COP, je pense qu'elle vient à son heure. Elle aurait même dû venir plus tôt parce que, comme vous l'avez mentionné, ça fait 26 ans que les gouvernements, que les grandes puissances se réunissent pour discuter des problèmes environnementaux que nous avons. Mais depuis ces 26 années, nous n'avons pas vraiment senti qu'il y avait quelque chose, une avancée en fait, malgré toutes ces discussions qui ont lieu chaque année. Du coup, la contre-COP, c'est la première édition en fait, et on espère qu'elle va continuer. En fait, c'est une façon pour nous, organisation de la société civile, d'attirer l'attention de ces dirigeants-là, que ce dont ils vont discuter là-bas n'est pas forcément le problème dont font face en fait les communautés à la base. Parce qu'après tout, c'est ces communautés ici au sud, dans nos pays au Sahel et autres, qui subissent vraiment les impacts des changements climatiques. Je vais même retourner un peu en arrière pour dire que la COP, particulièrement cette COP de cette année, elle est loin d'être inclusive. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup d'organisations de la société civile n'ont pas pu s'y rendre. À cause, par exemple, des problèmes de vaccins et à cause de certaines restrictions comme le fait d'observer une quarantaine lorsqu'on arrive à Glasgow. Et également, sans oublier en fait, le prix exorbitant en fait, des hôtels à Glasgow. Donc, elle n'est pas du tout inclusive, elle n'est pas faite pour les pauvres, elle n'est pas faite pour entendre vraiment les voix en fait, des pauvres, des communautés qui ont vraiment besoin qu'on accorde une attention particulière à leurs problèmes parce que c'est elles, effectivement, comme je l'ai dit, qui subissent les impacts des changements climatiques. Parlant de l'organisation de cette contre-COP26, quelles sont les différentes thématiques abordées et les activités développées à l'occasion de cet événement? Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, c'était une contre-COP qui était vraiment destinée pour les communautés. Certes, nous avions des organisations de la société civile présentes, mais nous avions beaucoup de femmes leaders, d'organisations communautaires de base qui, au jour le jour, se battent vraiment pour faire face aux impacts des changements climatiques. Du coup, nous, pendant notre contre-COP, certes, nous avons parlé de certaines thématiques comme l'historique même de la COP depuis le début jusqu'à nos jours, pour un peu planter le décor et pour que les gens sachent, l'audience sache de quoi on parle en fait pendant toutes ces COP-là, des différentes décisions qui ont été prises et autres. Mais ce qui nous motivait le plus, c'était en fait de donner la parole à ces communautés-là. Donc du coup, vous aviez des sessions comme une session qui parle des crises en fait, des crises climatiques, ce dont font face vraiment les organisations de la société civile, les communautés dans leurs différentes régions. Donc, voilà, c'est ce genre de sessions en fait, dont nous avions besoin. Également, il y avait, par exemple, des sessions sur les solutions endogènes que les communautés apportent au jour le jour pour faire face à ce dont je viens de parler. La contre-COP26 s'est tenue à Saly, à près de 85 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Elle a été l'occasion, donc vous l'avez dit, de revenir sur les différentes COP, sur les enjeux et défis, ainsi que le rôle des différents négociateurs africains. Qu'est-ce qui est ressorti
de ces différentes discussions sur ces thématiques données, surtout en termes de recommandations? Alors, en termes de recommandations, nous avons tous reconnu que, en fait, les négociations climatiques, certes, sont un bon espace de dialogue, hein. C'est un bon espace pour pouvoir parler de l'avenir de la planète, mais peut-être que ces négociations-là ratent un peu leur cible, en fait. Donc, il y a lieu vraiment de revoir les choses de sorte à ce que nous, les négociateurs africains, ainsi que nos présidents, et ainsi de suite, et même, on appelle même la communauté internationale, donc les autres dirigeants des autres pays, de tenir compte vraiment des réalités que nos populations vivent. Vous l'avez dit précédemment, le continent africain est le continent le moins pollueur, mais qui subit le plus les effets de la pollution et les effets des changements climatiques. Alors, quelle solution face à ces situations, à cette situation? Alors, il faut prendre de vraies solutions, il faut parler des vrais problèmes. Et puis éviter de toujours nous mettre dans de fausses solutions telles que les problèmes de net zéro ou les problèmes de REDD+, ou les problèmes d'industrie en fait, qui ont la possibilité d'aller polluer tranquillement dans un pays africain et après demander en fait à ce pays-là de développer une solution à son niveau, mais que cette solution ne soit pas comptabilisée dans le pays où la solution est mise en œuvre, mais qu'elle soit plutôt comptabilisée dans le pays du pollueur. Donc, tout ça pour dire quoi? Que lorsqu'on parle des solutions climatiques, qu'elles soient réelles, qu'en fait, on aille vraiment vers une réduction réelle de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, et que ça ne doit pas être imputé à un ou deux pays, ça doit être imputé à tout le monde, aussi bien les pollueurs maintenant que nous-mêmes, parce que finalement c'est nous qui subissons plus les impacts comme vous l'avez dit, des changements climatiques. Alors, lors de cette COP26, les 196 pays de l'organisation, 197 avec l'Union européenne, signataires de l'accord de Paris en 2015, devront ainsi fixer leurs objectifs à plus ou moins long terme face au réchauffement climatique. Quelles sont, selon vous, les mesures urgentes, immédiates à prendre? Alors, je crois que je l'ai déjà mentionné. Il faut que le financement climatique soit effectif. Parce qu'il faut une certaine réparation, il faut permettre à l'Afrique de pouvoir s'adapter. Il faut permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter et qui ne polluent pourtant pas et qui subissent le plus les impacts de ces changements climatiques de pouvoir s'adapter. Donc, il faut qu'ils rendent vraiment effectif en fait le financement climatique. Et surtout qu'ils le rendent moins compliqué, moins contraignant, qu'il n'y ait pas de mesures, de barrières linguistiques. Voilà, que par exemple, tout le monde ne soit pas obligé de parler une certaine langue ou d'écrire les propositions dans une certaine langue. Et qu'ils le rendent vraiment accessible en fait. Parce que les solutions, elles vont venir du bas. Ce sont les plus pauvres, les plus démunis, les communautés, comme je l'ai dit, qui souffrent le plus. Donc les solutions au changement climatique doivent tenir compte des communautés à la base. Et donc, les propositions à faire doivent tenir compte de ces communautés à la base là. Quelle analyse faites-vous de la non-participation de deux grands pays comme la Russie et la Chine à cette COP26? C'est vraiment dommage voilà, que ces pays ne participent pas à la COP26. Pour un pays, par exemple, comme la Chine, bien vrai qu'ils se disent pays en fait émergents, nous savons tous qu'ils font partie, ou sinon c'est le premier pollueur mondial actuellement. Donc que la Chine se désengage de ce genre de conférence, c'est dommage, c'est regrettable. Parce que comme je l'ai dit, il faut que tout le monde agisse. Si on veut vraiment réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et éviter que les températures ne continuent de grimper et de grimper tel que c'est le cas actuellement. Nous essayons vainement de garder en fait la température
même à 2 degrés, c'est difficile déjà. Je ne vais même pas parler de 1,5 degrés. Mais 2 degrés, c'est déjà difficile. Si on continue de repousser les choses, si on continue de remettre les choses à après, ça va être même impossible de garder même l'augmentation de la température même à 3 degrés. Alors qu'on voit déjà les impacts de la hausse des températures sur nos communautés, sur les populations, sur nos pays. Donc, il est vraiment urgent qu'on agisse dans ce sens. Et comme je l'avais aussi mentionné, qu'on arrête vraiment de mettre en avant les solutions qui ne sont pas de vraies solutions. Merci Madame Koné pour cet éclairage autour des grands enjeux climatiques et de l'organisation de la COP26 et de l'organisation de votre contre-COP26. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.